Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jérémy Camus, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes le vice-président à l'agriculture, à l'alimentation et la résilience du territoire de la métropole de Lyon. Alors en septembre dernier, vous étiez venu nous présenter le plan alimentation pour ce mandat à la métropole. Vous faites une nouvelle conférence de presse aujourd'hui. Est-ce que depuis septembre, la crise en Ukraine peut-être a fait amener des évolutions dans ce projet? Est-ce que vous avez fait un virage peut-être plus productiviste pour faire face aux besoins d'alimentation qui vont être grandissants? Alors la pandémie déjà nous avait déjà bien alerté sur le sujet de l'alimentation. La crise en Ukraine continue à nous alerter sur le sujet. Et donc la position de la métropole, c'était surtout d'accélérer le mouvement. Donc là, l'objet de cette conférence de presse de ce matin, c'est aussi d'annoncer des accélérations fortes sur le mandat, et en particulier de mobilisation budgétaire. Comme on l'avait dit au début du mandat, le budget a été multiplié par 4 pour l'alimentation sur ce mandat par rapport au précédent mandat. Et donc par exemple sur... Vous parliez de 12 millions en septembre, on parle de 10 millions aujourd'hui. Non, 12 millions, c'est ça. 10 millions d'euros, plus 2 millions d'euros, qui est plutôt de l'acquisition foncière, donc pour protéger encore une fois les terres agricoles. Et comme vous le savez, c'est un des sujets fondamentaux aujourd'hui, c'est que pour pouvoir cultiver, il faut de la terre agricole. Et aujourd'hui, je vous rappelle le chiffre, c'est à peu près 1 hectare de terres agricoles qui ont disparu sur le département du Rhône depuis 20 ans. 1 hectare, c'est un peu plus d'un terrain, l'équivalent d'un terrain de football. Donc aujourd'hui, c'est d'enrayer ce mécanisme de perte de la terre agricole. En 10 ans, entre 2007 et 2017, rien que sur la métropole, c'est 900 hectares de terres agricoles qui ont disparu. Et donc on a plusieurs dispositifs qu'on a accélérés. On a fait une modification du PLUH, du document d'urbanisme, qui redonne plus de 60 hectares à l'agriculture. Donc des terres qui étaient censées être à urbaniser vont redevenir purement agricoles grâce à cette Sur 10 000 hectares à peu prêt. Sur 10 000 hectares d'espace naturel agricole, d'espace agricole, sur la métropole de Lyon. Et puis aujourd'hui, on souhaite parler aussi d'un autre outil très puissant. C'est l'outil PENAP, qui est très connu dans le monde agricole, qui est la protection des espaces naturels et agricoles périurbains, qui permet en fait, cette fois-ci, de sanctuariser ad vitam aeternam les terres agricoles. Et vous avez rajouté 600 hectares. Alors on va rajouter, c'est-à-dire que là on a lancé le process de sanctuarisation de terres agricoles, et par exemple sur l'est de la métropole, sur la plaine du Biézin, les communes concernées, Chassieux, Dessines et Mézieux, ont voté très récemment leur accord pour sanctuariser à peu près 600 hectares de terres agricoles. Et d'ici la fin du mandat, on espère par exemple au nord de la métropole, à Quincieux, on espère que la commune suivra la même dynamique, et ce qui nous permettrait de rajouter 1000 hectares supplémentaires, plus de 1000 hectares supplémentaires en PENAP, en sanctuarisation de terres agricoles. Sur le précédent mandat, ils avaient sanctuarisé 700 hectares. Sur ce mandat, on devrait sanctuariser 2 à 3 fois plus de terres agricoles demain. Et est-ce que vous arrivez à faire revenir des agriculteurs? Oui, c'est une super question, parce qu'en fait, on a beau avoir des terres agricoles, si on n'y cultive pas dessus, ça va être un peu compliqué. Il y a beaucoup d'aides, mais est-ce qu'elles ne vont pas à des agriculteurs qui sont déjà là, finalement, au détrément de ceux qu'on pourrait faire venir? Il y a les deux, effectivement. Il y a l'aide au développement et à la survie de ces agriculteurs. Et moi, je tiens à rappeler un chiffre qui nous est arrivé en début d'année. Le recensement général agricole se fait tous les 10 ans. Donc là, il y en a eu un en 2020, à notre arrivée dans ce mandat, qui montre qu'on a perdu 100 agriculteurs sur la métropole de Lyon en 10 ans. Donc là, on n'a plus que 240. Quand j'étais venu vous voir, je vous annonçais 340 agriculteurs. Eh bien, en fait, non, on n'en a que 240. Le recensement général agricole nous a donné ces chiffres-là à début 2022. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie déclin, une chute forte du monde agricole. Et donc, on doit, nous, en tant que collectivité, notre responsabilité, c'est d'enrayer ce déclin, voire au contraire, inverser la vapeur. Et donc ces PENAP nous aident aussi à amener des aides aux agriculteurs pour qu'ils se développent, pour qu'ils s'installent. Et donc par exemple, là, on a fait déjà 3 appels à projets PENAP qui permettent d'aider en cofinancement les agriculteurs. Il y en a un 4e qui est en cours. Et on a déjà mobilisé 1,2 million d'euros au service de ces agriculteurs pour qu'ils se développent, pour qu'ils s'installent. Ce qui représente en fait en 2 ans, on a mobilisé déjà plus que ce que le précédent mandat avait fait sur l'entièreté du mandat. L'autre outil que vous souhaitez utiliser, c'est une régie agricole. Là, cette fois, ça veut dire que c'est la métropole elle-même qui emploierait des agriculteurs, des fonctionnaires agricoles métropolitains pour cultiver. C'est la solution, les fonctionnaires agricoles? Ça fait partie de la solution, c'est comment la collectivité prend aussi sa part dans l'effort de recultiver ces terres. Et en particulier, avec un souci important, c'est on génère aujourd'hui, on produit 25 000 repas par jour dans les collèges, dont la métropole est responsable aujourd'hui. Et donc, une des façons aussi d'alimenter les collèges en production locale, c'est d'avoir sa propre production métropolitaine. Et en fait,
Aujourd'hui, ça choque personne d'avoir des gens, des agents métropolitains qui plantent des arbres, qui s'occupent de la végétalisation aujourd'hui dans toutes les communes. Aujourd'hui, on décide que ce personnel métropolitain s'occupera aussi de planter des légumes, récolter des légumes et les amener directement dans les collèges de la métropole pour faire des bons repas aux collégiennes et aux collégiens. Un des autres constats à votre arrivée, c'est que 95% de la production agricole dans la métropole est exportée. C'est ça. À quelle échelle on peut inverser cette tendance ? Déjà, un des premiers points, et on l'a vu, c'est pendant la pandémie, on a vu l'appétence, ou plutôt la recherche des habitants d'aller vers d'autres sources d'approvisionnement que le mécanisme classique d'aller en supermarché ou en hypermarché pour aller s'approvisionner. Et on a vu une explosion des ventes directes. Et donc pendant la pandémie, voyant la recherche de ces habitants, on a mis en place une cartographie qui permettait de visualiser là où étaient les points de vente directs, les magasins de producteurs, les ventes directes à la ferme, les épiceries sociales et solidaires. Et donc là, on va lancer aujourd'hui, ça fait l'objet aussi de cette conférence de presse, une nouvelle cartographie augmentée en application participative qui s'appellera mangerlocal.grandlyon.com, où vous pouvez aller, chaque habitant, vérifier où, à côté de chez vous, vous pouvez aller vous approvisionner en produits venant du territoire, donc de la production locale. Donc un des premiers enjeux, c'est de reconnecter l'offre et la demande. Et puis après, il y a un autre enjeu, c'est de faire que cette offre, elle soit de plus en plus importante à destination non seulement des habitants, mais aussi de la restauration commerciale, puis je le disais tout à l'heure, à destination de la restauration collective. Dans les promesses d'Emmanuel Macron, donc, qui a été réintronisé ce week-end, il y avait un chèque alimentaire. Oui. Est-ce que ça peut être un outil de développement de l'agriculture dans l'agglomération ? En fait, on se rend compte, le chèque alimentaire est l'un des outils, mais on se rend compte que l'un des principaux problèmes, c'est la différence entre l'accessibilité à ces produits qui sont relativement plus chers que celui que vous trouvez chez des discounters ou en GMS, dans les supermarchés. Et donc, il faut trouver un moyen pour équilibrer, ou en tout cas baisser le prix et rendre accessibles ces produits aux plus précaires. Le chèque en fait partie, des solutions. La problématique du chèque, c'est qu'il n'est pas forcément fléché vers les productions locales. Il peut être aussi consommé chez ces hard discounters ou dans les hypermarchés. Et donc nous, aujourd'hui, on est en train de travailler sur une autre solution qui est d'aller proposer aux épiceries qui font qui s'approvisionnent en local de bénéficier d'une aide qui leur permette de baisser les prix. Donc on appelle ça aussi le principe de la sécurité sociale alimentaire. Donc on ne fera pas une sécurité sociale alimentaire à l'échelle de la métropole, mais on étudie de voir comment on peut rendre accessibles ces prix au plus grand nombre. Et donc par exemple à Lyon, on va utiliser la gonette, donc la monnaie locale, en direction des étudiants. On a vu que c'était un public très précarisé pendant la pandémie, et en particulier sur la thématique de l'alimentation. Donc on va offrir des gonettes à ces étudiants, et ces gonettes sont souvent acceptées par les commerces qui justement s'approvisionnent auprès des producteurs locaux. Et donc là, on essaye encore une fois de faire connecter les producteurs locaux avec les principaux bénéficiaires. Autre sujet sur lequel on voulait prendre des nouvelles, c'est la cité de la gastronomie. Ouais. On a vu ce week-end celle de Dijon ouvrir, exactement, plutôt en grande pompe, avec François Hollande, avec l'annonce aussi qu'ils avaient pris conscience des raisons de l'échec lyonnais. Ils ont cette fois proposé pas mal de choses à déguster, y compris mis en avant les vins. Ça a l'air de marcher. CNN classe Dijon 6e destination mondiale en 2022. Alors, quand est-ce que Lyon aura de nouveau sa cité de la gastronomie ? Je vous donne rendez-vous en octobre prochain. On va faire une belle annonce pour une réouverture de la cité internationale de la gastronomie avec une belle proposition, je pense, destinée à la fois aux habitants, mais surtout au public, aux enfants, puisque l'un des objectifs, c'était de remettre cette cité à hauteur d'enfants. Donc, je vous donne rendez-vous vraiment en octobre pour vous donner ces informations. Et on aura à manger et à boire dans cette cité de la gastronomie ? On aura à manger et surtout on aura une éducation au goût, au bien manger sur cette cité internationale de la gastronomie relativement forte comme option qui a été prise pour la prochaine version. Et on apprend aussi des échecs du précédent mandat pour faire quelque chose de mieux que le précédent mandat. Donc on a mis en place quand même un comité Rabelais, ce qu'on a appelé, donc 30 personnes qualifiées, 15 hommes, 15 femmes, qui travaillent depuis un an maintenant à aboutir à cette nouvelle version partagée avec tous ceux qui sont quelque part aujourd'hui les acteurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la gastronomie. Donc annonce en septembre pour une ouverture. Ouais. Octobre normalement. Elle ouvrira dès octobre prochain. Normalement, l'objectif avant les vacances de la Toussaint, ouverture. Ouais. Cette semaine, on attend aussi le nouveau Premier ministre, le nouveau gouvernement. Apparemment, Emmanuel Macron cherche quelqu'un qui puisse être en charge de la planification environnementale. Vous avez des pistes à lui suggérer ? J'ai aucune piste à lui suggérer. Et puis je pense que c'est important de montrer des marqueurs sur ces enjeux-là, mais ce n'est pas vraiment la tournure qui semble aujourd'hui arriver, puisque
Typiquement, il y a encore quelques jours, hein, à l'heure où Emmanuel Macron donne des leçons d'Europe, donne des leçons d'écologie, on voit clairement que son gouvernement n'a pas pris ce virage. Julien de Normandie, dans le domaine qui m'intéresse, l'agriculture par exemple, persiste et signe sur une stratégie nationale qui est complètement anti-traité européen et contre les orientations environnementales et climatiques de la politique agricole commune, qui est une des grosses politiques structurantes de l'Europe. Et donc aujourd'hui, par exemple, dans la stratégie nationale, il a été décidé d'arrêter le maintien aux aides à la conversion en agriculture biologique. Et on sait à quel point ces aides sont importantes pour les acteurs qui sont déjà en conversion en agriculture biologique et encore plus importantes pour ceux qui aimeraient se lancer dans la conversion en agriculture biologique. Ben voilà, ça fait partie des mesures qui sont arrêtées par un gouvernement qui dit vouloir prendre un virage écologique. Donc j'attends de voir. On entend l'argument de dire on désobéit déjà au traité européen. Ah ben, clairement, on parle même de Frexit agricole en ce moment. Donc on invite Julien de Normandie à préciser son positionnement sur ce Frexit agricole et cette désobéissance à l'Europe. C'est étonnant d'entendre des représentants d'Europe Écologie Les Verts parler de désobéissance au traité européen. Vous qui avez plutôt toujours voulu être les bons élèves de la construction européenne. Ça fait bondir d'ailleurs les fondateurs d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez entendu José Bové, Daniel Cohn-Bendit parler même d'une trahison des valeurs d'Europe Écologie Les Verts et d'un abandon de l'Ukraine. Non, il n'y a pas de principe de désobéissance chez les Verts. Hein. On est toujours C'est dans l'accord que vous avez signé avec LFI. En tous les cas, dans l'accord, comme vous dites, hein, il y a cette position qui est un peu différente par rapport à LFI. Mais comme on le rappelle, hein, sur l'ensemble des points, il y a quand même une grande majorité d'accords sur beaucoup de sujets. Et d'ailleurs, on l'incarne au quotidien. Enfin, pour les Lyonnais, en tous les cas, ou les Villeurbanais, ou les élus à la métropole, cette union, elle existe déjà depuis 2 ans. En fait, ça fait 2 ans qu'on travaille concrètement à des politiques publiques avec le PC, avec le Parti socialiste, avec LFI, en totale symbiose en quelque sorte. Donc, c'est pas une nouveauté, c'est pas une surprise pour nous cette union. C'est plutôt conforter quelque chose qu'on expérimente au quotidien. En fait. Vos désaccords sur la position face à l'Ukraine ou sur l'Union européenne au niveau local, ils sont peut-être pas très importants, mais si vous êtes amené à gouverner le pays demain, c'est un enjeu qui devient un peu plus important, non ? On a des accords, on a des désaccords, et puis on va apprendre à discuter sur nos points de désaccord pour aboutir à des consensus. Donc c'est tout l'objet. Hein. Et puis comme récemment, M. Chevènement a rejoint le soutien à M. Macron, on n'a pas demandé la position de M. Chevènement sur l'Europe, par exemple. C'est pas Chevènement qui sera Premier ministre. En l'occurrence, ce serait plutôt Jean-Luc Mélenchon si vous gagnez. Oh, qui sait, hein, on ne sait pas encore. Attendons la fin de la semaine. Jérémy Camus, je vous remercie. Merci à vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci.